là? Bien. Donc, comme je vous le disais, un lien de causalité entre un fait et un préjudice et parfois la nécessité d'inventer des fictions pour faire tourner le système. Et notamment, la première des fictions, c'est la présomption. Je vous parlais de la présomption simple en disant, bon, vous... Sauf à ce que vous me rapportiez la preuve inverse, on va simplifier la vie. A priori, le responsable, c'est vous. Voilà, on est sur un opt-in, enfin on est sur un opt-out. La deuxième, c'est la présomption irréfragable. Alors, la présomption irréfragable, c'est très simple, c'est une présomption qui dit que on ne peut pas aller contre ce que dit la présomption. Et que, donc, nous, humains, décrétons que c'est vrai. Je prends un exemple qui est celui du type que vous tuez de façon extrêmement rapide. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une place pour sa souffrance? Est-ce que je dois indemniser sa souffrance, sachant que je l'ai tué instantanément? Et que dans la réalité de ce qui lui est arrivé, il a cessé, en fait. Voilà. Nous avons une techno maintenant qui nous permet des accidents dans lesquels, pardon de la technicité, notre système nerveux est détruit plus vite qu'il ne transmet l'information. Donc nous savons que c'est une mort sans douleur au sens où nous l'entendons. Pour autant, le type a vraisemblablement compris ce qui allait lui arriver. Et ça lui est arrivé. Et il a eu le temps que ça lui arrive. Ça m'amuse aussi. Bon, bref. Donc, ces présomptions-là sont des présomptions contre lesquelles on ne peut pas aller parce que nous avons fait ce choix. Et donc, lorsque quelqu'un décède des suites d'un accident, même s'il a été vaporisé instantanément, il y a place pour l'indemnisation du préjudice et de la douleur qu'il a subi, même s'il est établi par qui vous voulez, y compris la science, ce que vous voulez. C'est le cas, hein, que le type, en réalité, son système n'a pas eu le temps de transporter l'info. C'est pas le débat. Vous l'avez tué, il a mouru, il a souffert. Voilà. Donc ça, c'est une présomption irréfragable. Vous ne pouvez pas aller contre. Ce n'est pas la peine d'essayer de la combattre en disant « mais enfin, vous savez bien que oui, je le sais, je m'en fous ». Nous avons décidé que dans ce cas-là, c'est comme ça. C'est pas la peine d'essayer de m'écrire. C'est une présomption. Voilà. Et vous avez une de ces présomptions, qui est peut-être la meilleure illustration de mon propos, qui est celle de l'article 211 du Code civil, qui dispose, et non pas qui stipule, on est des psychorigides, mais c'est super pratique. Voilà. Et, merci à Ernest Escolano qui nous a expliqué que si on était juste la loi stipule, on prenait zéro. On ne serait jamais diplômé. La loi dispose. 211 du Code civil dispose, ouvrez les guillemets, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Fermez les guillemets. Plusieurs analyses. La première, c'est bah oui. Et puis vous avez une petite voix qui dit Mère Nature a inventé notre mode de reproduction bien avant que le Code civil institue ou tout autre institue le mariage. Donc pour vous le dire d'une autre façon, ça marche avec ou sans le mariage. C'est comme ça. Donc c'est la première réaction. Bah oui. La deuxième réaction, c'est ouais, à l'époque, il y avait les enfants naturels et les enfants légitimes. Les enfants naturels, c'est la version marketée du problème, si tant est que ce soit un problème. La réalité, c'est que dans la première version, ça opposait les enfants nés pendant le mariage, c'est-à-dire les enfants légitimes, et les bâtards. Et bâtard, c'était pas terrible. Et bâtard, ça voulait dire que tout est dit déjà dans le nom. Et en termes de droit à l'héritage, etc., et bon, c'était celui qui avait été fait, voilà. Quand par ailleurs, le bâtard était né de la relation du père avec quelqu'un qui n'était pas de son rang, le bâtard était en plus indigne, vous voyez. Donc tout ça, c'était super bien.
Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'enfant n'est pas dans le mariage pour faire le mari. On a réglé la question. Le gamin qui est né pendant le mariage, qui a été mis au monde par la femme, a pour père le mari. Le gamin qui est né du père porté par une autre femme, on n'en sait rien. On avait un problème à régler là aussi. Mais dans le sens de l'enfant né dans le couple, mais dont on ne sait pas qui est le père, on a réglé ça avec une présomption qui est l'enfant né pendant le mariage pour père le mari, c'est-à-dire que en dépit de toute vraisemblance, de toute crédibilité, de toute ressemblance physique, vous pouvez penser aux cas les plus extrêmes de différence de morphotype entre le père et l'enfant. L'enfant né pendant le mariage pour père le mari. Ce qui permettait une tranquillité sociale, ça permettait d'étouffer gentiment les scandales, ça permettait d'éviter les problèmes de succession, de choses comme ça. Et puis surtout, il y a des moments où on dit, mais je vois bien qu'il lui ressemble quand même pas beaucoup. Mais de qui c'est le fils, j'en sais rien, moi. Voilà. Et voilà. Et les relations de madame et monsieur, au moment des faits, étaient suffisamment distendues pour que plein de choses soient possibles. Voilà, on avait un texte qui disait que on se demandait si l'enfant pouvait avoir pour père un homme avec lequel la femme avait commerce au moment de la conception. Je vous garantis que ça, c'est une rédaction qu'on a fait sortir de nos textes assez rapidement. Ça n'est pas commerce au sens de la prostitution, ça n'a pas lien avec l'argent. Voilà. Donc, cette présomption, qui était une des plus fortes que nous ayons, parce que je sais bien que ça n'a pas l'air d'être le père, le mari. Non, le mari, le père. Enfin, je sais plus, moi. Mais je sais pas qui c'est. Et puis, la science est arrivée à la rescousse du droit. Et aujourd'hui, nous pouvons savoir non seulement qui est le père, mais alors qui est le père, qui est le grand-père, qui est le grand-oncle, qu'est-ce qu'ils avaient mangé, si c'était un mardi. C'est absolument invraisemblable. La puissance de notre technologie sur ce registre. Et cette présomption est devenue une présomption simple. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans notre code, elle n'a pas changé. Et comme il n'était pas écrit, c'est une présomption irréfragable, ça n'a pas été la peine de la biffer et de mettre une présomption simple. Aujourd'hui, l'enfant né pendant le mariage à ton père le mari signifie que, sauf preuve contraire, il a pour père le mari. Et la preuve contraire, c'est toute preuve possible. Donc à vous de convaincre un juge dans le fait que le père n'est pas le mari, du simple fait qu'il y a une différence physique très marquée. Ça peut être acceptable à un niveau de connaissance de la biologie. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Parce que vous ressemblez forcément à votre auteur, que c'est pas votre auteur. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et c'est un tout petit peu plus merveilleux que ça. Voilà. Ces deux exemples me permettent de vous expliquer ce que c'est qu'une présomption au sens du droit. J'ai pas de doute sur le fait que vous sachiez ce que c'est qu'une présomption le reste du temps. Mais voilà, on en fait un truc un peu bizarre, un peu fort, mais c'est très pratique et très cadrant. Et vous voyez que, et c'est ça qui est génial dans le droit, on n'a rien changé. On avait une règle qui était là parce qu'on avait une impossibilité, on avait un problème à régler, on n'avait pas la techno pour. Qui c'est le père? Je ne sais rien, moi. Et puis, enfin, c'est pas un registre où on va pas aller torturer les gens pour savoir avec qui ils sont. Enfin, voilà, c'est la vie privée. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je développe vie ou privé? Bon. Aujourd'hui, la science est venue à la rescousse du droit, qui lui-même était venu à la rescousse du défaut de science, et on a retrouvé un nouvel équilibre. Ça, ce sont les présomptions. Première chose, dans le fait qu'il faut toujours un lien de causalité. Et puis, vous avez d'autres cas aussi, une autre distinction, qui est une distinction assez sympa, qui est la distinction entre pardonnez-moi, les obligations de moyens et les obligations de résultats. Est-ce que c'est encore ce truc? Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes actes. Ça veut dire que j'ai
deux possibilités de m'engager, délictuellement ou contractuellement. Délictuellement, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Contractuellement, j'ai un contrat qui dit que je dois faire ça, que je dois faire ça, que je dois faire ça. Et vous avez un contrat qui dit que vous devez faire ça, de faire ça, de faire ça. Et l'exécution de votre contrat, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique. Si vous arrivez à le placer au Scrabble, votre fortune est faite. Moi, ça fait 40 ans que je l'écris pour savoir où il y a les deux L. Je ne me trompe jamais à l'écrivant, mais ne me demandez pas d'où il est. Synallagmatique. Puis si c'était que la question des deux L, il y a aussi des Y, c'est vachement bien. Un contrat synallagmatique est un contrat dans lequel votre obligation est ma cause. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le contrat, c'est votre obligation. C'est la raison qui fait que je contracte. Et que l'inverse est également vrai. Donc, je vais acheter un paquet de clopes, je veux des clopes. Et le type vendant des clopes veut mon argent. C'est un contrat synallagmatique. Après, arrivent ceux qui se demandent si c'est une bonne idée de fumer. C'est un autre débat. Mais remplacer clope par ce que vous voulez, ça marche comme ça. Et ça marche très bien. Et ça fait, ce sont les obligations réciproques. Vous allez me dire, c'est le cas de tous les contrats. Pas nécessairement. Il peut y avoir des contrats dans lesquels je vous gratifie. Je peux dire que, au regard des services que vous m'avez rendus, on va faire une donation. C'est un contrat. Une donation, il faut l'accepter. Donc, c'est un contrat. Pour autant, il n'y a pas d'aspect synallagmatique. Je vous gratifie. Tiens, j'ai envie de... Ça, c'est pour toi. Voilà, c'est comme ça. Sinon, l'essentiel de nos contrats sont des contrats synallagmatiques, on va dire. Et on a distingué une articulation pas idiote, qui est l'articulation entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Je m'explique. Lorsque nous contractons ensemble, mon co-contractant a pour idée que je vais faire ce qui doit être fait. Bon, pour autant, la vie, l'univers et le reste fait que des fois, le résultat n'est pas atteint. Dit autrement, je me plante dans l'exécution de mon contrat. Si je me plante dans l'exécution de mon contrat, je n'ai pas satisfait à mon obligation contractuelle. Or, lui, il m'a probablement payé, ou tout ou partie. Donc, le type m'a payé et moi, j'ai tout planté. Donc, il y a une rupture. Pour me dégager, il faut que je prouve que c'est pas de ma faute. Il faut que je prouve d'autres éléments. Peut-être une faute, un fait, un préjudice, un lien de causalité. Peut-être que je suis arrivé en retard au rendez-vous pour faire les travaux chez vous parce que je suis rentré dans votre abruti là qui a jamais appris à conduire. Peut-être que voilà, ma raison de ne pas avoir exécuté, c'est ça. Il y a des fois ça peut passer, des fois ça passe pas. Il y a des fois, vous me demandez un truc, personne ne l'a jamais fait. Je peux pas faire mieux que m'engager à faire de mon mieux. Voilà. On n'a jamais fait. Vous me payez pour essayer de faire un truc. Voilà. Si je réussis pas, je réussis pas. Je vous rappelle que par énoncé, vous me payez pour essayer. Et puis, il y a d'autres fois, vous me payez pour faire un truc, c'est absolument trivial, tout le monde fait comme ça depuis toujours. Donc, il n'y a pas de raison que je rate mon coup. Ou alors, je serai le premier depuis longtemps. Je suis pharmacien, vous venez me voir et vous achetez, pas un tube de Doliprane, c'est un mauvais exemple, souvent comme. Mais un tube d'un des médicaments qui leur reste, vous l'achetez, le type vous le donne, il n'y a pas d'aléa. Comment est-ce qu'il peut mal vous le donner? S'il ne vous donne pas le bon et que vous faites une overdose et que vous explosez en sortant du magasin, de la pharmacie, il s'est planté, c'est une faute. Voilà. Etc., etc. Il ne peut pas y avoir d'aléa. Et la non-exécution du contrat est constitutive de sa faute. Son obligation, c'est d'exécuter le contrat. Voilà. Donc, vous achetez 1 kilo de patates, le gars, il veut dire 1 kilo de patates. Si c'est pas des patates, il y a un problème dans le contrat. S'il y en a 500 grammes, il y a un problème dans le contrat. S'il y en a 1,5 kg, il faut revenir. Pardon. Pour autant, lui, où il exécute bien le contrat, il vous donne 1 kilo de patates, ou il exécute mal le contrat. Mais pour se dégager, à part que il s'est fait piquer les patates avant de vous les vendre, il n'y a pas grand-chose. Il peut pas dire qu'il a mal vu que c'était des patates, il peut pas dire qu'il a mal compté. C'est pas compté, c'est autre chose. Mais là, on va les recompter, puis je vais en avoir 1 kilo. Donc le type ne peut pas se dégager de
bien des façons autres que en disant c'est ma faute. C'est pas ma faute, ça m'est tombé sur la tronche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une obligation de résultat. L'obligation de résultat, si vous n'avez pas obtenu le résultat, votre responsabilité est engagée. Et la seule façon d'expliquer pourquoi vous n'avez pas atteint le résultat, c'est d'invoquer ce qu'on appelle, là d'un seul coup ça va vous causer, la force majeure. La force majeure, c'est un événement qui est extérieur à vous, irrésistible et imprévisible, les juristes, avec nos critères à la noix. On s'engueule depuis 40 ans pour savoir s'il y en a 3 ou s'il y en a 2. S'il y en a 2, c'est peut-être une. Mais ça tiraille entre la première et la 8e et la 3e chambre civile de la Cour de cassation, elles ne sont pas d'accord. Bref. La force majeure, c'est irrésistible, j'ai rien pu faire, imprévisible, ça tombe sous le sens, et extérieur à moi-même. C'est pas moi qui je me suis tiré dans le pied et après j'ai pas pu courir, c'est la force majeure. Bah non, mon gars, c'est toi qui te tires dans le pied, personne d'autre. Hein. Donc en termes d'extérieur, tout ça, il n'y a pas. En cas d'obligation de résultat, parce que le résultat n'était pas ratable, je veux 1 kilo de patates, oui. La seule explication, c'est que le stock de patates vient de voler ou qu'il y a un météore qui nous tombe sur la figure au moment où il allait me servir. Bon, là, il ne peut pas me servir. Quoi. En dehors de ça, le simple fait qu'il n'ait pas atteint les buts engage sa responsabilité pour faute. Et quelle est cette faute? C'est de ne pas avoir atteint le but. Pourquoi? Parce que le but était trivial. Si je vous demande de me faire un bout de programme qui m'affiche l'heure en haut à droite, j'aimerais bien que vous sortiez dans un délai, si possible, très court, le bout de programme que vous allez piquer, hein, c'est une fonction, donc c'est bon, il n'y a pas une ligne de code à sortir. Vous le prenez, vous le mettez en place, c'est bon. Hein, et je voudrais que ça demeure exact. Donc, vous récupérez leur système, vous débrouillez comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que ça fait une éternité qu'on fait comme ça. Avec, franchement, il n'y a rien d'intellectuellement révolutionnaire dans le fait d'afficher l'heure en haut à droite. Voilà. Comme ça. Si par contre, je vous demande de faire un truc qui n'a jamais été fait, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous engager sur autre chose que faire de votre mieux. Ça n'a jamais été fait. Donc, soit vous dites, non, ça n'a jamais été fait, c'est plus des crétins. Moi, je vais vous montrer, on va y arriver. Très bien, mais à partir de là, ce serait bien que vous y arriviez. Soit vous dites, je vais essayer. Faut essayer pour savoir si ça passe. Et à ce moment-là, votre responsabilité n'est pas engagée du fait que ça n'a pas marché. Votre responsabilité est engagée du fait que vous n'avez pas tout essayé. Parce qu'on ne peut pas vous demander plus qu'essayer. Ça, c'est une obligation de moyens. Donc, dans l'exécution de vos obligations de droit civil, vous avez une distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat en phase contractuelle. Lorsque vous êtes en phase délictuelle et que vous bousculez quelqu'un dans la rue, vous n'avez pas bousculé de votre mieux, ou vous n'avez pas... C'est hors raisonnement. Par contre, en contractuel, je vous demande un café, c'est faites-moi un café. On va passer la journée sur le café. Si dans le café il y a de la strychnine, c'est pas normal. Ça fait suffisamment longtemps qu'on fait du café pour que vous soyez foutu capable de faire un café sans strychnine. Donc, il y a la strychnine dans le café, ça peut être comme ça. Par contre, je vous demande de me faire, de réaliser, pas sur moi, merci, la première greffe cœur-poumon, etc. Le premier qui l'a fait, il n'a pas dit demain matin, c'est fini, ça marche. Hein. Il a dit, je vais essayer. D'ailleurs, le premier, globalement, est mort. Hein, le premier qui a fait ça. Le deuxième et le troisième aussi. Donc là, on a des obligations qui sont des obligations de moyens. Je suis désolé, je canonne, mais c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental quand vous entendez un journaliste ou un type qui dit « Ouais, mais il aurait dû… » Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Obligation de moyens, obligation de résultat. Vous allez voir, ça vous aide. L'arbre, il est super simple. C'est très souvent binaire. Ce qui veut dire que, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un arbre binaire, un vrai arbre binaire, la solution pour un juriste, c'est tout droit. Voilà. Et c'est pas du tout un truc hyper compliqué. C'est au contraire tout droit. Voilà. Donc Coluche qui disait au millénaire dernier, les études, alors c'est 4 ans de droit, tout le reste de travers, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Bref. Vous comprenez pourquoi ça fout le saut si on met de la morale dans le traitement d'un arbre binaire. Bien, je reviens à mes obligations de moyens, mes obligations de résultat.
L'obligation de résultat, je rate mon but, c'est votre faute, c'est ma faute. Voilà. L'obligation de moyens, j'ai fait ce que je pouvais, on l'a jamais fait, c'est le nouveau débat de la science, ou vous avez un rôle à jouer dans l'exécution du contrat aussi. Je peux être responsable de ma part, mais je ne peux pas être responsable de votre part. Je peux traiter vos données, mais il faut que vous me donniez vos données. Et si vos données ne sont pas les bonnes, et que mon résultat n'est pas le bon, c'est pas ma faute. Je n'ai qu'une obligation de résultat, certes, sur le traitement des données. Mon traitement est correct, j'ai bien bossé, mes algos sont bons, mes fonctions sont bonnes. Par contre, je parle de vos données à vous, et là-dessus, je n'ai qu'une obligation de moyens. C'est vous qui me les donnez, c'est pas moi qui les collecte. Autrement dit, si c'est moi qui collecte les données pour les traiter, j'aurai une obligation de résultat. Si c'est vous qui me donnez les données et que je les traite, s'il y a quelque chose d'anormal dans mon traitement, c'est ma faute. S'il y a quelque chose d'anormal dans les données, c'est votre faute. Parce que vous avez joué un rôle. Je ne peux pas être responsable de vous. Voilà. Je suis déjà responsable de moi, ça me fait déjà des belles journées. Obligation de résultat, c'est très différent. Vous m'avez dit, il me faut ça, j'ai dit ok, je m'occupe de tout, c'est bon. Il y a des skieurs parmi vous? Pas tous à la fois. Au ski, vous avez deux façons, plein de façons, mais vous avez non, mais luge, oui. Non. La luge, je pense que s'il y a au moins un des cas de figure dont je vais parler, que peut-être que la luge est concernée. L'autre, je pense pas. Ou alors, c'est pas moi dans la luge. Au ski, pour remonter en haut des pistes, vous avez des remontées mécaniques, j'enfonce une porte ouverte. Et les deux moyens les classiques sont le téléski et le télésiège. Vous pouvez remplacer télésiège par télécabine. Ça change le nombre de morts en cas d'accident, c'est tout. La différence fondamentale entre le téléski et le télésiège, quelle est-elle? Je ne vous ferai pas l'offense de vous expliquer comment ça marche, mais à très gros traits, le téléski, vous attrapez la canne, vous la placez entre vos cuisses et vous restez dans les traces. Le télésiège, ouais, il y en a un, on risque de tomber de haut, absolument. Le télésiège, vous vous posez là et vous ne faites plus rien. Imaginons que vous vous blessiez. Si vous vous blessez sur un téléski, c'est peut-être que vous étiez en train de faire la nuit. Je m'explique. Tout individu qui a fait un peu de ski dans sa vie sait que sur le téléski, le grand jeu, c'est que le type devant plante son bâton et le type de derrière récupère le bâton, et, etc., etc., et qu'à la fin, les trois premiers n'ont plus de bâton, et le dernier, il en a 8. 6 plus les deux siens. Par exemple. Un autre truc sympa, c'est de slalomer, de sortir des pistes, de sortir du rail et de revenir dans le rail, etc., etc. Si vous vous cassez la fille et que le machin s'arrête pas, parce qu'il n'y a pas d'arrêt automatique sur un téléski, vous risquez de vous faire traîner. Si vous lâchez pas tout, vous allez vous faire traîner un bon moment, parce que le machin, il s'arrête pas, il s'arrête jamais. Et si vous lâchez, il n'est pas complètement impossible que vous preniez la sellette du téléski, de la perche, dans les dents, littéralement, dans les dents. Bon. Si maintenant vous estimez que c'est pas normal et que vous voulez poursuivre l'exploitant de la station de ski, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, moi j'ai fourni une machine qui marche. Est-ce que mon téléski a dysfonctionné? Non. Est-ce qu'il a déraillé? Non. Est-ce que le câble est parti s'acheter des clopes? Non. Est-ce que vous avez été victime du ressort qui a explosé et qui... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez fait l'idiot. Et que moi, j'ai fourni des trucs qui marchaient bien à un type qui a fait le zazou. Voilà. Il a fait le zazou, tout le monde fait le zazou, mais tout le monde ne tombe pas. Ceux qui tombent ne se blessent pas tous, et ceux qui se blessent ont souvent la bonne grâce de ne pas me dire que c'est de ma faute en plus, quoi. C'est leur faute, là c'est votre faute. Pourquoi? Parce que moi, exploitant, je ne suis pas comptable de ce que vous faites. Je suis comptable du matériel que je mets à votre disposition pour une exploitation convenable, un usage convenable. Si c'est pour faire les trucs hallucinants,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon téléski, il n'est pas prévu pour que les mecs fassent des zigzags, ou qu'ils jouent à se passer les bâtons, ou à faire des saltos avec réception sur les... Voilà, ils sont faits, le téléski, il est fait pour, sans vous blesser, que vous partiez d'en bas, vous arrivez en haut. Maintenant, je vire le téléski, je passe au télésiège, où effectivement, on risque de tomber de plus haut. Le télésiège, l'exploitant vous dit, tu te mets là, je m'assure que le garde-fou est baissé, et tu t'occupes plus de rien avant le sommet. Voilà. À l'époque de la traversée de l'Atlantique en bateau, on mettait un bagage, sur le bagage, on mettait une étiquette inutile pendant la traversée. Voilà. C'est exactement ce que vous êtes sur un télésiège, vous êtes inutile pendant la traversée. On vous met là, on vous récupère en haut. Et là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de rôle actif. Vous êtes assis. Alors, on peut toujours sauter, hein. Il n'y en a pas qui s'en privent pas. Bon, on ne les forçait pas. Et dans le cadre de ce non-rôle actif, tout reporte sur l'exploitant. Donc là, il y a une obligation de résultat. Il vous assoit là, dans une machine en bon état de marche, qui ne vous blessera pas et qui vous livrera plus haut en bon état de marche. Et pourquoi est-ce qu'on lui demande d'aller jusqu'au bout? C'est-à-dire de garantir le résultat. C'est-à-dire que s'il vous arrive une merde, c'est de sa faute. C'est parce que vous n'avez aucun rôle à jouer. Voilà. Et pourquoi est-ce que dans le cadre du téléski, on lui met une obligation du moyen? C'est parce que s'il vous arrive une merde, lui, son obligation, c'est de vous avoir fourni un équipement en bon état de marche. Ensuite, que vous l'ayez utilisé pour en faire des choses étonnantes, c'est un autre débat. Vous avez le même débat avec tous les produits inflammables, tous ces trucs-là, où en fait, l'exploitant doit vous fournir un produit, doit vous fournir une doc disant « attention ». C'est pour ça que vous avez tout un tas de logos qui vous expliquent des choses hallucinantes, même si vous ne parlez pas la langue, c'est pas grave, on comprend. Hein. La tête de mort, tout ça, on comprend. Hein. L'acide qui fait un trou dans la main, on comprend. Donc, il doit vous livrer ce produit. Maintenant, ce que vous en faites, c'est autre chose. Voilà. Mais un type qui utiliserait le même produit pour nettoyer la canalisation de chez vous parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il ferait tout fondre, il serait responsable. Parce que vous n'avez pas de rôle, c'est lui qui a fait une erreur. Est-ce que c'est clair? Celle-là, elle est assez fondamentale. L'articulation OM-OR, c'est ce qui vous dégagera toujours. Vraiment, la question à vous poser, c'est faute, préjudice, lien de causalité. Je suis en contractuel ou je suis en délictuel. Si je suis en délictuel, c'est la responsabilité de moi-même, du fait d'autrui, ou du fait des choses. Et si je suis en contractuel, c'est OM-OR. C'est, voilà. Et à partir de là, vous voyez que c'est un arbre, hein. Et on n'a pas passé tant d'embranchements que ça. Et donc, c'est tout droit. Et c'est toujours tout droit. Et je pense que je suis en train de vous livrer le grand secret du droit, là, en fait. C'est tout droit. C'est un véritable arbre binaire. Et il se débinarise, ou pour reprendre le vocabulaire du ministre de l'Intérieur, il se bordélise si on y met de la morale. Parce que, une fois encore, on a inventé ça parce qu'avec la morale, on n'y arrivait pas. Voilà. Donc, c'est... Il y a quelques années, des exemples assez rigolos. Alors, la FNAC, avant de faire mon aspirateur, faisait dans le contenu culturel. Et le problème de la FNAC, c'est qu'elle n'a pas cru au virage de la dématérialisation. Enfin, la musique, c'est nous, et la musique, ce sera jamais le MP3. Parce que le MP3, il y a une notion de compression avec perte, selon le cas. Et donc, c'était infâme. Bon, résultat, ils se sont fait bouffer par d'artistes bien fait. Mais la FNAC, à une époque, la culture, c'était un peu eux, quand même, en France. Et notamment, ils avaient des appareils photo, des trucs, tout ce qui... Et ils faisaient du développement. Et un jour, ils ont perdu la péloche d'un type qui avait fait des photos absolument extraordinaires, et ils lui ont proposé, pour le rembourser, le prix de la péloche. Le type a dit, ça va pas, non? Et donc, il leur a mis un plomb, et la Cour de cassation a tranché. Des fois, la Cour de cassation, c'est pas que pour rire. Hein. Et la Cour de cassation a dit, ils vont nous foutre de nous.
Vous êtes en charge d'organiser la récupération d'une pellicule et de la porter à un labo. Et vous nous expliquez que, donc, le type, vous allez l'indemniser de la valeur de la péloche. Ça, c'est une obligation de moyens. C'est pas, vous êtes gentil, en plus. C'est contractuel. Vous avez écrit qu'en cas de problème, vous donnerez la valeur de la péloche. C'est une fleur. Parce qu'en fait, vous êtes responsable de rien. C'est pas vous, c'est le sous-traitant. Alors, justement, le sous-traitant, c'est votre sous-traitant. C'est à vous d'en trouver un qui est bon. Et c'est une obligation de résultat. Pas une obligation de moyens. Il n'y a pas d'aléa dans le fait de développer une photo. Voilà. On n'est plus, c'est pas un daguerréotype. Maintenant, c'est des globes. Et donc, puisque ce n'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Et puisque c'est une obligation de résultat, ce que vous lui devez n'est pas une indemnité de 3 balles au prix de la péloche, mais l'indemnité des photos qu'il avait faites. Et là, ça a tout de suite changé et on a rajouté 4 ou 5 zéros, en fait. Voilà. Ceci pour vous préciser pour vous expliquer que des fois, effectivement, la nuance est importante, mais la nuance s'exprime avec beaucoup de zéros. Je vais encore bouger une fois, vous inquiétez pas, je vais pas loin. Cette fois-ci, c'est le soleil qui avait tourné. Je suis plus au nord que vous, beaucoup plus au nord que vous. Et le trajet de la lumière ici, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Bien, ça, c'était pour le droit civil. Vous voyez qu'en droit civil, on a des règles qui sont là pour encadrer le fait que tout fait quelconque de l'homme. Et j'arrête ma phrase là, c'est pas une erreur de ma part. C'est véritablement ça qu'il faut gérer. C'est tout fait quelconque de l'homme. Comment je gère tout fait quelconque de l'homme? Car n'importe quoi fait par n'importe qui à n'importe qui d'autre entraîne réparation. Waouh! Heureusement que on a un système qui a un peu déplombé le truc. Et vous voyez qu'en quelques critères que j'essaie de vous exposer sont des critères extrêmement discriminants. Je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler qu'en droit, discriminer, c'est pas un gros mot. Comme sanctionner, comme il y a plein de mots, c'est pas un gros mot. Voilà, c'est comme ça. La discrimination est une chose épouvantable, mais pas en droit. Bien, et avec cette conclusion qui était que la responsabilité civile donc se gère par des parcours intellectuels qui sont relativement simples, qui sont suffisamment simples pour que vous les acquériez au stade du réflexe, c'est-à-dire qu'en avance de phase, lorsque vous devez contracter, vous analysez la situation du point de vue du droit. Et c'est véritablement ça l'apport du droit. Moi, j'ai défendu beaucoup de gens parce qu'ils venaient me voir en disant, écoutez, m'est arrivé ça, ou j'ai fait ça, où je me suis fait arnaquer comme ci, comme ça. Et le plus grand plaisir, c'est quand les types vous disent, la prochaine fois que je viens vous voir avant, là, le gars, il est en train de progresser à vitesse géométrique. Là. Il commence à piger qu'en amont, tout ça s'arbitre, et qu'en amont, il peut dire, bah, tiens, je vais y aller, mais les yeux ouverts. Et mon intervention n'a pas d'autre propos que celui-ci, mais c'est la faiblesse de le trouver assez important, c'est que vous y alliez les yeux ouverts. Voilà. Vous voulez signer un contrat, signez un contrat, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a des trucs dans les contrats, un distinguo OM-OR, ça peut être utile. Voilà. Le fait qu'un contrat un contrat avec un professionnel vous protège, c'est pas inutile. Voilà. Vous avez dans le code civil tout un tas de règles qui sont très, très intéressantes, qui dépassent un peu le simple cadre de mon intervention, mais vous avez des règles qui sont très bien ficelées, qui sont comment on lit les contrats. Et notamment, il y en a une qui dit que dans un contrat, on prend toutes les clauses. Une autre qui vous dit que les clauses se répondent les unes aux autres. Le contrat s'analyse dans sa globalité. On ne peut pas prendre un petit bout du contrat pour vous l'opposer en oubliant le reste. Un co-contractant qui veut vous opposer votre faute, il faudrait que lui soit très propre. Parce qu'il ne peut pas dire non, mais moi j'ai fait n'importe quoi, mais toi. On va parler de tout.
T'as un problème avec le contrat, on parle de tout. Et puis, vous avez une règle qui est géniale, et celle-là, retenez-la bien. Vous en avez deux. Encore un truc d'avocat. La première, c'est lorsqu'une clause a deux sens, une où elle produit de l'effet et l'autre où elle ne produit pas d'effet, le bon sens, c'est celui où elle produit de l'effet. Parce qu'on ne s'est pas fait suer à écrire un truc pour que ça ne produise aucun effet. Donc, c'est écrit dans le code civil. Donc, le gars qui vous dit non, mais là, dans ce cas-là, rien du tout, c'est écrit. C'est pour produire un effet. Oui, non, mais dans ce cas-là, ça s'analyse pas comme ça. Ah ouais? Tu te sors ça d'où? Je rappelle que notre base de réflexion, c'est le contrat. Ou le contrat, mais rien. Le contrat. Et puis, celle que je trouve absolument géniale, qui vous protégera, c'est celle qui dit que un contrat s'analyse en faveur de celui qui n'a plus que le signer et en défaveur de celui qui l'a rédigé. Autrement dit, si je vous dis signe ça et qu'après il y a un truc qui est pas bon dans le contrat, si vous en rendez compte, c'est bon pour moi. Hein. Je peux pas m'en dégager. Si par contre vous, il y a une clause qui peut s'interpréter en votre faveur ou en ma faveur, c'est moi qui ai écrit le contrat, s'interprétera en votre faveur. C'est un système de protection. Voilà. Vous voyez que on peut, sans être complètement siphonné et traverser la rue avec 5 avocats, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir une démarche qui est une démarche un petit peu plus... c'est même pas le aware cher à Jean-Claude Van Damme, c'est juste le fait d'avoir un formatage sur ce registre. Vous ne traversez plus la rue tout à fait de la même façon, la même rue. Mais je trouve qu'on prend de la tranquillité en sachant plus dans quel monde on évolue et en découvrant ces règles que peut-être, pour la plupart d'entre vous, vous n'aviez pas effleurées. Pour autant, on vit très bien sans s'inquiéter avec le droit. Hein. C'est juste que dans un monde de droit, monde dans lequel vous croisez tous les jours des gens qui vous disent mais la loi dit que non, ça c'est ce que t'as rien compris de la loi. C'est la loi, elle dit pas ça. Voilà. Je te ferai dire que tu ne feras rien dire du tout. D'abord, c'est un barbarisme, et d'autre part, renseignons au prix, c'est pas comme ça que fonctionne le système. Voilà. Vous avez un exemple crétin qui sera pour moi une transition, puisqu'il est sur le registre du droit pénal. Vous vous garez devant chez quelqu'un, vous vous gênez, il appelle la fourrière. Si vous partez avant que la fourrière arrive, le type peut toujours dire ouais, mais de toute façon, il faudra que tu payes quand même. Non, je me barre, tu l'as dans le dos. Voilà. C'est parce que prévoit la loi, c'est pas un citoyen qui va dire lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Ça a été essayé dans ce pays à l'entour des années 40, on va dire, sans réel succès. Bien, responsabilité civile dans un premier point, donc très originalement, dans un deuxième point, on va faire, pardonnez-moi, de la responsabilité sur le registre du droit pénal. Autant on a vu en intro à la responsabilité civile que le droit civil avait pour finalité une réparation horizontale du dommage. Autant là, changement de registre, on vient sur le droit pénal qui a pour but une réparation verticale du dommage. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? C'est-à-dire que, en fait, le droit pénal ne se moque pas, mais n'a pas grand-chose à faire du problème de la responsabilité horizontale. Vous avez nui à votre voisin, ça lui cause un préjudice, vous avez mis le feu à son bouclard, il ne peut plus gagner de l'argent, il y a un préjudice civil, il a une perte d'exploitation. Le droit, ça c'est horizontal. Le droit pénal, il n'est pas là pour ça, le droit pénal est là pour constater que vous avez collé le feu à son bouclard. Et que la propagation d'incendie, c'est dans le code pénal. La destruction volontaire du bien d'autrui. Assortie d'une mise en danger délibérée d'autrui. Assortie d'une violation, d'une obligation de sécurité particulièrement importante. Et tout ça, je ne l'invente pas, hein, c'est le déroulé c'est le droit pénal. Vous regardez quels ont été les faits et vous regardez avec quoi ils matchent. Il ne s'agit pas, comme en droit civil, de faire du tout fait quelconque, mais en matière pénale, c'est fondamental, c'est ou interdit ou autorisé. Sinon,
C'est pas une démocratie. Je me fous éperdument de savoir si c'est une république ou pas. C'est pas le débat. Ça, ce n'est que la forme que peut prendre une démocratie. Mais fondamentalement, ce n'est pas une démocratie parce qu'il vous manque ce qu'on appelle la sûreté, c'est-à-dire le fait de pouvoir circuler librement dans la rue sans disparaître du fait de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a été estimé que dans ce cas-là, c'est interdit. Non, non. On connaît tous les règles de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit. Et si on le fait, on connaît le prix parce que la règle donne le prix. Il n'y a ni crime ni délit sans texte. Terminé. C'est la règle nulum crimen. C'est le latin qu'on apprend dans l'amphithéâtre numéro 10 de la faculté de Grenoble. C'est le meilleur latin du monde. Meilleur latin de cuisine, de droit du monde. Les médecins sont pas mal aussi. Mais voilà. Donc, pardon, s'il n'y a pas de règle, vous ne pouvez pas être embêté. Quand s'il y a une règle, on va vérifier si on en a les critères. Vous avez piqué quelque chose à votre conjoint, avons-nous une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui? Nous n'avons pas un vol. Vous avez volé du courant électrique à votre voisin, avons-nous une soustraction frauduleuse de la chose? Au début, le courant électrique n'était pas une chose. Alors, on est obligé de dire, c'est prévu, attention, ne faites pas les marioles. On a considéré tous que pour le courant électrique, on appliquerait le vol. Voilà. Donc, vous avez ces règles qui sont très précises en droit pénal et qui font que, des fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un député qui a franchi légèrement pas mal de lignes, qui a pété un peu les boulons. Les gars qui disent qu'il faut le poursuivre sur le fond de propos à connotation raciste, je suis intéressé de savoir par où il passe. En droit, en moral, je vois très bien ce qui va se passer. En droit, peut-être pas. Je suis encore assez loin de vous dire que je trouve que c'est une super idée. Je dis juste que, en droit, c'est comme ça. Le droit pénal, il est raide. Il doit satisfaire à des critères. Et par ailleurs, donc, la première différence, c'est qu'on passe de tout fait quelconque de l'homme, wide open, à nulum crimen. Je vais annoncer un festival ce matin, je ne vous ai pas menti. Je demande une seconde, il faut que je réponde à ça. C'est presque fini, hein? Ah. Là, c'était en anglais. Qu'est-ce que j'en étais au droit pénal et j'en étais à sa précision. Je vous disais que le fait de passer de tout fait quelconque à il n'y a ni crime ni délit, c'est un premier resserrement. Celui-là est très important. Si on vous dit la loi dit que, dites quelle loi? Moi, je rends régulièrement des gens dingues, et j'aime beaucoup ça, je dois dire. Simplement, quand ils m'affirment un truc absolument hallucinant, je leur dis merci de me préciser le fondement légal. Et il y a un premier degré qui est pas un degré de plaisir, c'est un degré de désarroi qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire en fait. Le deuxième degré, c'est que je vous souhaite bon courage pour me donner le fondement légal. Quelle est la loi qui dit ce que vous venez de me dire? Quelle est la loi qui dit que votre réponse est la bonne? Quelle est la loi qui dit que vous devez faire comme ça?
Quelle est la loi qui dit que je dois vous fournir 3 exemplaires d'un paplard imbécile? Je vous écoute. Quand vous me le dites, je me couche. Je suis un bon citoyen. Mon banquier me demande un truc, me demande une pièce d'identité. Je suis dans la même banque depuis 35 ans. La première réponse, c'est de lui dire, comme on a fait nos grands-parents, vous comprenez, c'est infâme, c'est une banque de famille. Vous n'avez pas, quand même, du temps du directeur machin, ça ne se serait jamais passé comme ça. Stop. Ça existait, mais ça n'existe plus, ce n'est plus ce monde-là. Cette banque-là n'existe plus. Les banques sont devenues de très grosses machines dans lesquelles notre dimension de relation humaine a malheureusement disparu. Par contre, la bonne réponse, pour moi, c'est de dire au type, merci de m'indiquer le fondement légal. Ouais, mais c'est parce que je veux. Ouais, j'en ai rien à foutre que tu veuilles. Moi, je veux pas. Voilà, égalité. Et voilà. Par contre, si tu me dis, la loi du, dans le reprise au décret du, dit que vous avez 15 jours, tu as ma pièce par retour. C'est pas pour faire suer, c'est parce que les pièces d'identité sont pas en circulation, et c'est pas le premier pélo qui passe, fut-il banquier, qui du regard de la circulation d'une pièce d'identité est un pélo comme les autres, sauf le jour où je veux un compte chez lui et que là, la loi dit que je fournis. Donc, j'ai fourni, il y a 35 ans. C'est capable de ranger ton bureau, c'est pas mon problème. Ah. Par contre, si la loi dit, pour tous ceux qui s'appellent Philippe Dieu et qui ont un compte depuis 35 ans, il faudra refournir une pièce d'identité. Dans ce cas-là, je le fais. Ne ratez jamais ce plaisir. Je vous assure. D'abord, ça simplifie beaucoup votre vie. Vous cavalez beaucoup moins. Et on vous fait, parce qu'en fait, on vous fait beaucoup cavaler. Il faut ci, il faut ça, il faut aller chercher ci, il faut aller chercher ça. 1, d'où ça sort cette obligation. 2, faites-le vous-même. Voilà. Il y a quelques années, je dépose un chèque sur compte de mon cabinet et je ne vois pas passer ce chèque. Je m'en émeus. Et le banquier me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, nous, on sous-traite. Alors, vous appelez le sous-traitant pour lui demander ce qui s'est passé. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, vous avez jusqu'à demain matin. Sinon, je porte plainte contre vous. Vous. En but de confiance. C'est le bon. Voilà. Donc, dans les 5 minutes, ils avaient retrouvé mon chèque, mis un plomb à leur sous-traitant qui n'a pas bossé, rétabli la comptabilité, et on est repassé. Mais sinon, je serais encore en train de cavaler. C'est une blague. Je n'ai jamais signé de contrat avec votre sous-traitant. J'ai pas signé un contrat avec vous. Si vous voulez dégager votre RC en m'expliquant que c'est un type que vous avez choisi, vous, qui en fait est pas bon, ça ne m'est pas opposable. Voilà. Gardez ça. Le droit pénal, qui a pour but la réparation verticale du dommage, a une deuxième particularité, c'est que, sauf exception assez rare, le droit pénal est personnel. En droit civil, vous êtes responsable de tout le monde et son prochain, de votre voiture, du cheval, you name it. En droit pénal, c'est vous et vous. C'est vous qui êtes responsable. Vous avez l'obligation de répondre des infractions personnelles. Le but du droit pénal, c'est pas la réparation du dommage qu'on a causé à la victime, mais c'est la réparation du dommage qu'on a causé au pacte social. J'entends par là qu'on a décidé qu'il y avait un certain nombre de trucs qui étaient interdits. Alors, je vous laisse, il y a la place pour tous les débats du monde sur comment on a décidé. Sur les 4 années écoulées, nous avons décidé des trucs. Franchement, moi, j'ai pas décidé ça. Et le juriste que je suis me dit que j'ai les yeux qui touchent le lunettes là quand je lis les trucs que j'ai décidés en matière de sécurité civile, en matière de surveillance. J'ai décidé ça, franchement, c'est gonflé. Hein. Mais bon, c'est ce que nous avons décidé. Vous pouvez regarder comment décident d'autres pays autour de nous. Le résultat final, en dehors du débat, c'est que vous avez décidé. Il a été décidé. Donc, nous avons décidé que, par exemple, en France, il était, d'abord, on a décidé qu'on roulait à droite. C'est-à-dire que si on roule à gauche, on prend un plomb. On prend une amende, on retrait de permis, enfin, voilà, c'est pénal. On roule à droite. Voilà. Et la circulation sur le bord gauche, sur la côté gauche de la chaussée, est réservée au dépassement et pendant le temps strictement nécessaire à ce dernier. Article R4 du Code de la route. Bien. On a décidé qu'on ne tuait pas son voisin. On a décidé qu'on ne se rendait pas justice à soi-même. On a décidé que you name it. On a décidé qu'on protégeait les enfants. On a décidé qu'on ne violait pas tout le monde et son prochain. On a décidé que
Ça, c'est le contrat social. Le droit pénal a pour fonction de sanctionner les violations de cette dimension-là. J'ai violé le contrat pénal. Que ma victime ait eu mal ou pas, au stade du droit pénal, on s'en moque éperdument. On n'est pas là pour ça. On est là pour la sanction, c'est-à-dire que la société rappelle la règle. Et la société dit, et ça c'est non, c'est au-delà de la loi. Et la société dit froidement, c'est au-delà de la loi à aujourd'hui. Je prends un exemple. Vous êtes en prison pour trafic de cannabis. Il y a un débat qui dure depuis longtemps, qui aboutit soudainement, et qui dit que finalement, on va dépénaliser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que légaliser, hein. On va dépénaliser l'usage du cannabis. Si on considère que vous-même étiez en prison pour un gros usage, ou que l'usage va tomber, on va pas pouvoir incriminer, si on n'incrimine pas l'usage, on ne peut pas non plus incriminer la vente, vous voyez, il y a deux choses différentes. À ce moment-là, vous êtes en prison pour une infraction qui n'existe plus. Pour autant, quand vous l'avez fait, c'était interdit. Donc, je vous le dis autrement, on vous chope avec une savonnette dans chaque poche, on vous juge, on vous met en prison, et le juge était en grande forme, ou son propre gamin s'était fait choper 2 jours avant, c'est bon. Et donc, on vous encriste, on vous met en maison d'arrêt. Là-dessus, il y a une réforme, et pouf, le cannabis devient un truc pas interdit. Simplement parce qu'on l'a sorti de la liste fixée par l'article L671 du Code de la santé publique, hein, qui dit que c'est là, et si on met là, c'est plus interdit. What? Si vous êtes en prison, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous arrive, selon vous? On peut demander à être rejugé, ouais. C'est en fait, non pas pire, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est mieux que ça, en fait. La conséquence, lorsque tu me dis on peut demander à être rejugé, c'est parce que le truc que j'ai fait, et j'ai pris temps, mais maintenant c'est plus interdit, donc il faudrait que je repasse devant un juge. Vous êtes d'accord avec ça? Le raisonnement en droit, c'est... Pardon? Ouais, tu dis oui. Voilà. Le raisonnement en droit est bien plus raide que ça en matière pénale. En matière civile, ton raisonnement est le bon. Tu as fait une connerie, tu me dois réparation, terminée. Parce que tout fait quelconque de l'homme. En matière pénale, il faut qu'on ait une liste des choses interdites. Et d'un seul coup, tu es au trou pour avoir fait un truc qui n'était pas interdit. On avait 2 possibilités. La première, c'est je l'ai fait avant le changement de la loi. Très bien. Mais ce n'est pas ce que dit le code pénal. Le code pénal dit vous ne pouvez pas encrister quelqu'un si c'est pas interdit. Donc la conséquence qu'on a choisie est la conséquence à maxima, je suis instantanément libre. Parce que à l'époque où ce que j'ai fait était interdit, j'étais en prison, c'est normal. Il n'aurait pas été normal que je ne sois pas en prison. Maintenant, on est dans la situation dans laquelle ce que j'ai fait n'est plus interdit. Il n'est pas normal que je sois maintenu en prison. La société a évolué et a décidé, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est de la politique, la société a décidé juridiquement que c'est comme ça que ça marche. Ce truc qui était interdit ne l'est plus. Donc tous ceux qui l'ont fait et qui purgeaient une peine sont libres. Pour autant, on ne va pas les féliciter ni leur donner des sous, hein, c'est pas le débat. On ne va pas les indemniser, ils n'ont pas été mis en prison à tort. Ils ont été mis en prison au temps où les faits qu'on leur reprochait étaient incriminés. Ces faits ne sont plus incriminés, ils sortent de prison instantanément. Voilà. Ça, c'est toute la raideur du droit pénal, mais vous voyez à quel point c'est protecteur de nos libertés. Et pourquoi je vous fais tellement suer avec la différence entre tout fait quelconque de l'homme et il n'y a ni crime ni délit.
vous êtes instantanément libre, parce que ce que vous faites n'est pas interdit. Pourquoi vous étiez au trou? Parce que c'était interdit. Pourquoi vous êtes libre? Parce que ça n'est plus. Sinon, vous seriez le dernier sur cette terre pour qui, enfin, en France en tout cas, pour qui ce serait toujours interdit. Donc, vous l'avez fait quand c'était interdit, on vous a coffré, très bien. Et maintenant, vous êtes au balcon de la maison d'arrêt et vous voyez tous les autres qui font pareil dehors, parce que c'est plus interdit. C'est pas terrible. Voilà. Alors, la probabilité pour qu'on décide demain que finalement l'assassinat est autorisé et qu'on libère tous les assassins est assez discutable et assez faible. Pour le cannabis, le problème est, le problème, c'est rien, mais la question a véritablement beaucoup d'acuité. Qu'est-ce qu'on fait? La question de la légalisation n'est pas qu'un problème de légalisation, bonne ou mauvaise idée, les uns contre les autres, la droite contre la gauche, etc. C'est un problème qui va au-delà de ça, qui est que on maintient des filières. Et la véritable question derrière, c'est est-ce que ces filières sont pas plus dangereuses dans leur globalité que le truc qu'elles vendent? Autrement dit, une fois que vous avez une filière, vous pouvez faire passer les besoins du marché, tous les besoins du marché, par cette filière. Donc, dépénaliser pourrait être une solution pour faire sauter les filières. Ça avait été l'analyse à l'époque de Charles Pasqua. Je ne pense pas qu'il ait laissé la réputation d'un type très ouvert sur Woodstock et les champignons hallucinogènes en bande organisée. Vous voyez, ce n'était pas tout à fait son truc. Pour autant, c'est lui qui avait dit « Je veux une étude sérieuse pour savoir de quoi on parle, parce que peut-être que le moindre mal, c'est de laisser ça circuler plutôt que de laisser se mettre en place des filières qui ensuite pourront ramener tout le reste. » C'est pas le choix qu'on avait fait. Bon, c'est une des questions qu'on a à se poser. Mais c'est un exemple assez sympa, en tout cas très illustrant, de ce qu'est la difficulté du droit pénal. Et là, effectivement, vous êtes au trou, vous êtes plus au trou. Voilà. Par contre, vous faisiez un truc qui était autorisé. Donc, vous n'étiez pas en prison, d'accord? D'un seul coup, ce truc devient interdit. On va pas vous foutre en prison. Par contre, on va vous demander d'arrêter de le faire. Hein, la simple comparaison par inversion du raisonnement montre que, waouh, alors le droit pénal marche pas par comparaison, mais l'inversion des fois permet de voir des choses un peu remarquables. Le type qui est au trou parce que c'est interdit doit sortir parce que ça ne l'est plus. Voilà. Sinon, ça veut dire que le type qui n'était pas au trou et qui l'a fait, il n'est pas plus crétin de dire bah finalement tu l'as fait quand c'était pas interdit, maintenant que c'est interdit, on te fout au trou. Pourquoi? Ben parce que il y a la durée de la prescription, ça fait 6 ans en matière correctionnelle. C'était 3 ans, mais la police bossait pas assez vite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont multiplié le délai par 2. Je suis très sérieux. Avant, au bout de 3 ans, on pouvait plus vous attraper, c'était gratuit. Mais ils n'avaient pas le temps de traiter les problèmes. Donc, ce qu'ils ont fait, plutôt que de traiter les problèmes plus vite, c'est qu'ils ont doublé le délai pendant lequel ils peuvent vous attraper. Le connu en matière de crime, ça vient de passer de 10 à 20 ans. Hein. On n'est pas obligé de commettre des crimes, mais l'info est marrante. Ça aussi, c'est un truc qu'on a nous-mêmes décidé, si j'ai bien compris. Comment est-ce que j'ai pu être cinglé au point de décider un truc pareil? Bon, anyway. Donc, vous voyez, la matière de responsabilité pénale, c'est un truc extrêmement particulier, protecteur, qui est à l'angle de la verticale et de l'horizontale. En verticale, c'est la violation du contrat social. À l'horizontale, c'est le fait d'avoir buté quelqu'un ou d'avoir causé un préjudice à quelqu'un. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout la même logique. Vous avez le monde du ni crime ni délit qui percute de plein fouet le monde du tout fait quelconque. Et donc, il va bien falloir trouver à un moment comment régler les conséquences sur le registre du tout fait quelconque de l'homme de quelque chose qui a été commis sur le régime du il n'y a ni crime ni délit. On y reviendra. Je spoil un peu.
Vous avez donc, dans les problèmes que vous avez à régler, quand vous êtes dans cette situation, quelqu'un pénalement a franchi la ligne, ce qui a eu des conséquences civiles, ce que vous devrez régler, c'est traiter tout en même temps la partie pénale et la partie civile. Voilà, je vous laisse. On reviendra sur la question de la partie civile. Comme je vous le disais, ce sont des infractions qui sont personnelles. C'est une violation du contrat, donc toute la rigueur de la loi doit vous tomber dessus pour vous apprendre à ne pas régler, à ne pas respecter la loi, le contrat social. Donc c'est une application très raide. Comme elle est très raide, il faut se protéger, et on se protège par textes, qui sont des textes précis. Et si vous n'êtes pas dans le texte, vous êtes hors du texte. Il n'y a pas de comme si que. Je vous invite à regarder les infos et à lire la presse avec un peu de curiosité sur ce registre. Il y a des fois, vous vous rendez compte quand même que il y a des raisonnements où on a fait un pas de côté qui est hardi en termes de liberté publique. La règle n'est rien d'autre que ce que je vous répète depuis quelques heures maintenant, savoir que vous avez deux mondes qui se télescopent et qu'il y en a un dans lequel raisonner par analogie et comparaison, pourquoi pas, l'autre, surtout pas. Voilà. Donc, quand vous entendez un type qui, en plus, à l'occasion d'un événement qui a eu des conséquences pénales et civiles, vient vous faire une espèce de yaourt des deux, non, hein. C'est, voilà. Et donc, au milieu, vous avez la place pour l'émotion populaire, la vraie. Hein. Et vous avez la place pour des sentiments, une sensation d'injustice, dirait le ministre de l'Intérieur, mon ex-confrère. Vous avez un très net sentiment d'injustice parce que vous avez l'impression que c'est pas juste ou c'est pas moral ou c'est pas bien. En tout cas, c'est mal. Et en fait, c'est l'expression de la règle de droit. C'est comme ça. Bien. Comme je vous le disais, la responsabilité pénale, elle est verticale. Comme je vous le disais, elle est personnelle. Comme je vous le disais, elle est précise. Et donc, comme je ne vous l'ai pas encore dit, elle est exclusive de toute idée d'aléa, puisque vous l'avez fait. Et dans ce qu'on vous reproche dans le droit pénal, c'est de l'avoir fait les yeux ouverts. C'est ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Vous l'avez fait. Il n'y a pas d'accident. Vous l'avez fait. What? Donc, élément matériel, vous l'avez fait. On a les armes, tout ce que vous avez eu besoin d'utiliser. Élément légal, c'est interdit. Et élément moral, c'est vous qui l'avez fait. Vous, en conscience. Sinon, et si vous voyez une fois de plus à quel point le droit est un monde cohérent, sinon, il n'y a ni crime ni délit s'il y avait abolition de la volonté au moment des faits. Si c'est pas vous qui conduisiez, il faut le dire, c'est le dernier moment pour le dire. Si c'est vous qui conduisiez, vous êtes bon comme la romaine. Vous l'avez fait. Voilà. Donc, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'aléa, et s'il n'y a pas d'aléa, c'est pas assurable. Voilà. Pourquoi ce n'est pas assurable? Et puis, vous avez, devant les juridictions civiles, ou dans le cadre d'une appréciation civile, vous avez des infractions, c'est même pas des infractions, c'est des faits. On va les classer par importance financière. Parce qu'on va dire, bon, tout ce qui est en dessous de telle somme, ça peut être tel tribunal, puisqu'il y en a beaucoup, c'est pas très compliqué. Au-delà de telle somme, ça devient plus sérieux, donc on va mettre une procédure un peu plus cadrée pour éviter des trucs folkloriques. Et voilà, mais en fait, on aura fait un arbitrage sur les montants, ou on peut faire un arbitrage spécialisé. On peut dire, attendez, ça c'est un problème de loyer. Les loyers devant ce tribunal, c'est le jeudi matin. Le jeudi matin, il n'y a que des affaires de loyer. Voilà. Par exemple. En matière de droit pénal, on ne fonctionne pas comme ça. En matière de droit pénal, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 3 catégories d'infractions qu'on classe par gravité. Et donc, on va mettre face à ça une sévérité de réponse. Alors, c'est bien, c'est pas bien, mais force est d'admettre que tout le monde ne fait pas comme ça. Et au cas où vous êtes un touriste dans un pays et que quelque chose y est considéré comme un crime, mais pas dans votre pays d'origine, eh ben, il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que là où tu es, c'est un crime.
Donc, tu devrais être jugé. Et tu pourras toujours leur expliquer que chez toi, on le fait pas. Tu seras probablement passé au trapèze, jugé. Et si c'est un pays qui a une convention d'extradition avec la France, tu seras ensuite extradé en direction de la France, qui, elle, te libérera probablement. Comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque nous sommes à l'étranger, à ne pas heurter par nos comportements. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que si vous dites que à l'étranger, vous devez être sensible à ne pas heurter autrui par vos comportements, vous êtes plutôt un bon citoyen. Si vous dites que un étranger en France devrait faire attention à ne pas heurter autrui par son comportement, vous êtes un fasciste. C'est assez rigolo. C'est encore une conséquence de la vision juridique du monde. C'est assez marrant. Mais bon, plus sérieusement, ne faites pas un truc qui est interdit ailleurs. Sinon, vous vous ferez encrister. Pourquoi vous ferez encrister? Parce que vous avez fait un truc interdit. Mais vous ne le saviez pas. C'est pas un problème. Voilà. Si c'est pas trop grave, ils peuvent éventuellement admettre que vous serez sanctionné, mais pas trop. Si c'est un gros truc, c'est pas suffisant de dire que vous saviez pas. Voilà. C'est pas bien. Donc, faut pas. Moi, j'ai un dossier en ce moment sur les bras d'un type qui a collé de bœuf à sa nana. Je suis très loin de vous dire que c'est une bonne idée et je ne pense pas que nous soyons sur Terre pour nous flanquer des baffes ni dans un sens ni dans l'autre. Il se trouve il a fait ça dans un pays dans lequel c'est un pays qui a besoin de laver plus blanc. C'est un pays qui est pété de corruption, les droits de l'homme ça n'existe pas trop, etc. et qui aimerait bien adhérer à 2 ou 3 conventions internationales. C'est un pays de l'ancien bloc de l'Est. Et donc, qui a besoin de schlaguer pour montrer qu'il prend les problèmes comme il faut. Il en quoi pour une baffe? Il a pris 2 ans. C'est ni bien ni pas bien. Je livre. Dans un monde normalement constitué, on ne se bat pas et on ne tabasse pas les autres. Dans un monde moins normalement constitué, la prochaine fois, tu colleras pas de baffe, ce qui est ce qu'on te demande, ou alors tu la colleras en France parce que c'est pas 2 ans, quoi. Mais voilà, 2 ans. Bien, nous avons fait le choix d'avoir un système qui distingue, des gravités d'infraction, parce que nous avons le besoin de multiplier l'organisation et les appareils et d'être d'une précision. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Vous avez d'autres systèmes dans lesquels ce que je vous dis, ça n'existe pas. Il y a un seul tribunal et il juge tout et tout le monde et ça marche très bien. Bien. Je vous parle depuis un de ces pays. Ça marche très bien, mais le truc, c'est qu'on est 9 millions, pas 66. Donc, à 66 millions, il a fallu distinguer un petit peu plus. Par ailleurs, ça nous va bien, nous, Français. On aime bien distinguer les trucs. Voilà, on est toutes choses égales par ailleurs, plutôt un peuple d'intello. Donc, nous avons distingué les contraventions, les délits et les crimes. Là, je vous ferai pas l'offense de vous demander si vous avez déjà entendu ça. La réponse est oui. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans la différence? À part la gravité, j'entends. Déjà, si vous me dites qu'il y a une différence de gravité, on est bien d'accord. Mais c'est quoi l'articulation entre contravention, délit et crime? Quelles conséquences ça a d'avoir distingué ça? La lourdeur des peines, la peine n'est pas la même. Hein? Je suis complètement d'accord. Hein, vous êtes bull's-eye, mais pas que. La lourdeur des peines, effectivement, entre les contraventions, les délits et les crimes, il y a une notion de lourdeur. La peine n'est pas la même. C'est très vrai aussi. Vous avez des peines qu'on peut vous mettre dans un cas, qu'on peut pas vous mettre dans un autre cas.
Ce qu'on ne voit pas à ce stade, c'est qu'il y a aussi des conséquences en procédure. Les procédures ne sont pas les mêmes. La procédure pour vous juger pour une contravention, c'est une chose. La procédure pour vous juger pour un délit, c'en est une autre. La procédure pour vous juger pour un crime, c'en est une troisième. Procédure pour une contravention, c'est ce qu'on appelle, au moins les gens de mon âge, une contredanse. On s'en fout un peu. Et de temps en temps, moi j'étais profession libérale, je fais comme je peux pour circuler, je fais comme je peux pour me garer, je fais comme je peux face à des gens qui font tout pour moi, rien qu'à m'embêter à moi pour que je puisse pas circuler, pour que je puisse pas me garer. Ils ont raison, hein. Mais en attendant, dans mon mode de vie, ça m'enquiquine tous les jours. Parce que j'ai besoin d'aller là pour faire un truc, pour aller là, si on pouvait faire vite en plus, ce serait bien. Donc, dans ces cas-là, globalement, les contredanses, on en a. De temps en temps, on les paye. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'on les paye. Hein. Mais c'est pas, le monde va pas s'arrêter à j'ai pris une contredanse, c'est trop dur. Bon, ça se gérera. Et ça se gère 2 fois sur 3 par un avis à tiers détenteur. Ils font une saisie sur le compte. Parce que nous, on n'a pas le temps. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça, c'est la contravention. La contravention, vous êtes 9 fois sur 10, peut-être 10 fois sur 10, peut-être 11 fois sur 10. Vous êtes jugé sans être là, sans être au courant. Et vous n'êtes même pas jugé, en fait. C'est une décision automatique. Pourquoi ? Parce que la contravention ne permet pas ce qu'on appelle la contrainte par corps. Charabia, qui signifie qu'on n'a pas le droit, vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant, de vous prendre et de vous jeter dans une cellule. Voilà. Pour le dire de façon extrêmement pragmatique, jamais aucune contravention ne vous emmènera en prison. Par contre, les contraventions se cumulent. C'est-à-dire que si vous prenez 10 contraventions à 1 500 €, vous devez 15 000 €. Mais par contre, vous ne pourrez prendre que des amendes. Donc, qui seront des amendes de première classe. Avant, c'était 60 balles. Il ne vous aura pas échappé que c'est passé subrepticement à 135 €. Bien. Sous prétexte que c'était 135 si vous n'aviez pas un papier pour vous auto-flageller et justifier que vous venez bien de vous donner à vous-même le droit de sortir de chez vous, toutes les amendes sont passées en fait à 135. Vous avez, donc ça c'est la première classe, et vous allez jusqu'à la 5e classe où ce sont des infractions à 1 500 € chacune. Hop. D'une manière morale, même si le droit n'est pas la morale, il y a un cas considéré moins grave que l'autre, agression sexuelle contre le viol par exemple. Alors je suis d'accord avec ça, j'ai vécu un dossier qui illustre très bien cette distinction, précisément entre une agression sexuelle, qui était ma thèse, et un viol, qui était la thèse du procureur de la République, du procureur général, puisque le dossier avait été ouvert en criminel. De mémoire, ça m'a pris 2 ou 3 ans pour leur faire entendre en raison. Bien, donc les contredanses ne vous amèneront jamais en prison. Voilà. Avant, c'était le tribunal de police. Depuis le 1er janvier 2020, ça s'appelle le pôle pénal du tribunal judiciaire statuant en matière de police. Ça leur a probablement fait du bien. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est le tribunal de police, compétent pour les contraventions. Vous recevez un papier disant que vous avez été condamné, que vos droits, il n'y en a pas, et que de toute façon, vous n'avez pas le droit de faire appel, et rien de tout ça. Pourquoi ? Parce que les montants font que quand c'est une amende pour un stationnement interdit, c'est bon. Et d'ailleurs, quand c'est une amende pour un stationnement interdit, vous prenez un plomb parce que c'est votre voiture qui est mal garée. Voilà. Le responsable, c'est le propriétaire de la carte grise. Terminé. Pour les amendes de 5e classe, à 1 500 € pièce, on vous convoquera quand même. Moi, je suis intervenu pour un importateur, distributeur de jouets, qui avait un problème sur le jaune utilisé sur une partie de ses jouets. Il se trouve que son sous-traitant, son fabricant, qui était en Chine, est lui-même tombé à court de jaune et a traversé la rue, est allé voir son pote et qui lui a dit « Tiens, fourre-moi du jaune ». Lui a dit « Bah tiens, il y a ça ». Et c'est comme ça que le taux de plomb était 200 fois supérieur à la norme. Mon client s'en est rendu compte à l'embarquement, parce il y a des labos à l'embarquement, le plus simple étant que le produit ne parte pas. Mais la règle en France, c'est que ça doit être testé au débarquement.
Donc, à l'embarquement, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Il a tout fait sortir. Le parquet lui est tombé dessus parce qu'il avait failli importer des produits contrefaisants. Et puis surtout, il avait réglé le problème en dehors des labos français. C'est les mêmes labos, hein. Le même labo, un labo ici et un labo là-bas. Mais le texte dit que le contrôle doit être fait sur le territoire de l'Europe. Voilà. Moi, je trouve pas idiot que les produits ne partent jamais plutôt que leur faire 20 ou 30 000 kilomètres de bateaux polluants pour se rendre compte que c'est pas bon et les renvoyer ou les brûler ou les foutre en mer, j'en sais rien. Bien, ceci pour vous dire qu'il y avait 2,5 millions de produits et que l'amende, c'était par produit. Donc 2,5 millions de fois 1500 balles, comme on dit à Bercy, 1 milliard à droite, 1 milliard à gauche, ça va vite faire de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est le défaut embarqué de la contravention. Ça peut aller relativement vite. Au-delà de la contravention, vous avez des choses pour lesquelles on considère que la gravité est telle qu'on ne va pas se contenter d'une amende. On va vous envoyer un peu en prison pour vous faire réfléchir. Pour autant, personne n'est mort. C'est ce que vous avez fait, c'est pas bien, mais c'est pas un truc à grand spectacle. Ça, c'est le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est responsable, est là pour les délits et les contraventions annexes. C'est-à-dire que si vous avez fait un truc qui relève de la contravention, c'est le tribunal de police. Si vous avez fait un truc qui relève du délit avec une contravention, c'est le tribunal correctionnel qui va vous juger pour les délits. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans de prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un tribunal correctionnel qui, pour une primo-infraction, vous met plus de 10 ans. Lui, sa tranche, c'est 0, 10. Voilà. Pourquoi je dis pour une primo-infraction? Parce que vous avez des cas, un vol, par exemple, si vous êtes en bande organisée avec plusieurs infractions, plusieurs circonstances aggravantes, vol avec armes, violence, séquestration en bande organisée, c'est carton plein. Si vous êtes en récidive, ça double. Donc, comme vous étiez déjà à 7 ans, vous prenez 14, possiblement. Lorsqu'un tribunal correctionnel, sous cette précision-là, est compétent pour vous envoyer en prison jusqu'à 10 ans, ça ne veut pas dire que vous prendrez 10 ans. Ça veut dire qu'un texte qui prévoit que c'est jusqu'à 10 ans, le tribunal peut faire le réglage qui lui paraît le meilleur, mais il ne peut pas faire un réglage à 10 ans et 10 minutes. C'est 10 ans max. C'est bien déjà 10 ans. Hein. Et vous irez purger votre peine dans un certain type de prison. Et dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel, vous êtes ce qu'on appelle un mis en examen. Parce qu'au pays de la Déclaration des droits de l'homme, de la présomption d'innocence et autres trucs qui relèvent de plus en plus malheureusement de la théorie, il y avait quand même un gros bug qui était que la personne qu'on déférait à la censure d'un tribunal pour que justice soit rendue sur la base des faits qu'on avait à lui reprocher était, sur le versant pénal, un inculpé. In culpa. C'est-à-dire que le type, il rentrait en étant déjà le fautif. Mais on allait juger. Mais il était présumé innocent. Donc, il y a des moments où ça fait mal, le grand écart. Donc, on a fait le pas de côté. Maintenant, on l'appelle le mise en examen. C'est pas trop la face du monde. Mais ça nous permet à nous, avocats, de savoir, si je lis le MEE, je sais que c'est une procédure correctionnelle. C'est un mis en examen. Voilà. Si je lis l'accusé, mauvaise pioche. C'est la cour d'assises. Donc, un mot me donne toute la procédure. Je ne sais pas où il est passé, quels faits lui sont reprochés, ne lui sont pas reprochés, quelles violations devaient être particulièrement surveillées par le conseil que je suis, quels sont les risques de purge automatique, quelle sera la composition du jury, quelle est la suite de la partie. Je sais tout, parce que j'ai chopé au passage que le type, il était mis en examen. On a fait pas mal de références au droit pénal, pas mal de références à des horreurs. Sur un ton un peu plus léger, j'ai une consoeur il y a quelques années qui s'est malheureusement radicalisée. Charité chrétienne me dit qu'elle faut qu'elle arrête parce qu'elle continuera à se radicaliser. Lorsque vous êtes entendu par la police, vous êtes mis en cause. Mis en cause, on ne sait pas trop encore, on ne sait pas si ce sera un délit, une contravention, un crime.
vous êtes mis en cause, ça passe. Et les policiers ont autre chose à faire que d'écrire mis en cause, ont pris pour habitude de le mettre en initiale, en majuscule. Et donc, ma consoeur a dit, vous vous rendez compte où en est la justice? On nous traite comme du bétail, franchement, il n'y a plus aucune humanité. Qu'est-ce que c'est que ça? Procès verbal de la police où on parle du mec. Et elle a fait toute sa plaidoirie sur le fait que c'était infâme, avec le juge qui essayait de lui dire, non, mais tais-toi, là, arrête, c'est terrible, arrête, tout le monde te voit, c'est le mis en cause, tu es ridicule, tais-toi. Ceci pour vous dire que, effectivement, sur un mot, je vais déclencher une réaction ou une autre. Donc, les délits, je vous dis, c'est jusqu'à 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est le pôle pénal du tribunal judiciaire statuant comme l'ancien tribunal correctionnel. Parce qu'avant, c'était tribunal de police, tribunal correctionnel. Et le troisième dont je vais vous parler, les crimes. Les crimes, c'est une dimension particulière à la France. Nous estimons, nous sommes les seuls, que le crime est tellement grave que vous devez être jugé non pas par des magistrats professionnels, mais par le peuple. On peut vous plaider l'inverse avec la même facilité. C'est tellement grave qu'il faut laisser des professionnels vous juger. Le choix qu'on a fait, c'est que vous êtes jugé par le peuple. Parce que la justice est rendue au nom du peuple français. La justice est rendue. C'est parce que je l'ai donnée au juge pour qu'il me la rende. Donc, si ça marche pas, je vais la reprendre et je vais me la faire à moi, la justice. Donc, tout ça, c'est juste parce que la justice est rendue. C'est puissant, la langue française. Anyway, ce magistrat rend une décision et on estime que dans certains cas, il s'est rendu au nom du peuple, par le peuple, c'est encore mieux parce que c'est vraiment très grave. Et donc, c'est pour nous ce qui se fait de mieux, comprenez par là ce qui se fait de pire, ce sont les crimes. Les crimes sont les infractions les plus graves. Alors, n'est pas forcément un crime une atteinte à la personne. J'ai honte de me souvenir qu'il y a 25 ans, le viol était correctionnel, dans max. Et qu'on a décidé que finalement ce serait un crime perpète, max. Mais c'était aussi une autre définition du viol. Il faut, si on veut rentrer dans cette problématique-là, il faut la prendre en entier. Le viol n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Juridiquement, je crains que pour le reste, un viol soit un viol. Donc, ces infractions qui sont les plus graves, elles sont passibles d'une peine qui fait pas rire du tout, qui va de 10 ans, mais ça peut être moins. Une cour d'assises peut dire, moi, je vous mets 6 mois. Il n'y a pas de peine plancher. Sarkozy a essayé, mais ça ne marche pas. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Je vous ai dit réclusion criminelle à perpétuité, c'est encore un de ces mots qui, moi, font plus. Chez tous les juristes. Hein. Sinon, il faut faire autre chose. Le type me dit qu'il tire une peine de réclusion, je sais qu'il est passé devant une cour d'assises. Sinon, il tirerait une peine d'emprisonnement. Je sais qu'il est passé devant un tribunal correctionnel. Je n'ai pas besoin d'un mot pour les contraventions, puisque contravention ne vous amènera jamais en prison. Voilà. C'est précis, c'est maladivement précis, mais Canada Garde, une fois que vous avez appris cet alphabet-là, et ces notes-là, c'est en fait une partition. Donc, le type prend une peine de réclusion, passé devant une cour d'assises. La cour d'assises a un certain nombre de particularités. C'est que le jury est, tiens, je viens de le dire, un jury. Donc, ce jury, il est tiré au sort. Vous êtes susceptible, tout à chacun, d'être tiré au sort, puisque sont tirés au sort les gens qui sont inscrits régulièrement sur les listes électorales. Dès lors que vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous serez peut-être tiré au sort et vous serez peut-être juré d'assises. Je dis vous et pas moi, parce que lors de la constitution d'un jury d'assises, il y a la possibilité de révoquer certains jurés. Et je terminerai là-dessus. Et révoquer des jurés, c'est choisir de révoquer le résultat du tirage au sort parce qu'on y voit un risque particulier. Et l'avocat de la défense à la cour d'assises peut révoquer 5 jurés, et l'avocat général, bon, je sais pas,
qu'en révoquer, car la partie civile peut dire je révoque, elle fait rire tout le monde, puisque c'est pas dans ses possibilités, donc il mieux s'écraser dans ces cas-là. Je prends un exemple. Il y a quelques années, j'interviens dans un dossier d'un assassinat particulièrement sordide. Les assassinats sont rarement rigolos, mais celui-ci était particulièrement sordide. Et il se trouve que le mort, l'assassiné, était originaire d'une famille italienne, ce qui, dans ce coin de la France, est quasiment une constante de l'univers, de la population. Par ailleurs, c'est mon cas, parce que je suis de cette région, donc je vois très bien. L'avocat de la défense, qui devait défendre un dossier pas facile, a révoqué tous ceux qui avaient un nom qui lui paraissait avoir une consonance italienne, par exemple. Lorsque vous avez un dossier parce qu'un commerçant a pété les boulons et a flingué le type, son cambrioleur, et qui dit au policier, écoutez, c'est la 270e fois que je suis cambriolé. À chaque fois, vous me dites que, ah bah oui, bah cette fois-ci, il est mort. Voilà. L'avocat de la défense va révoquer tous les jurés commerçants. Sur des faits de viol, l'avocat de la défense peut choisir de révoquer les femmes ou au contraire de prendre beaucoup de femmes. Tout est possible. Donc vous avez cette possibilité de révocation. Moi, je suis diplômé d'une fac de droit. J'ai 20 ans de barre. Donc, mon confrère ne m'aura jamais avec ses salades. Donc, je serai révoqué. Voilà. Donc, on est tous égaux, mais sur ce coup-là, je suis plus égal que vous. Par contre, il y a tout un tas de domaines dans lesquels c'est vous qu'on révoquerait, parce que c'est vous les sachants, vous en savez trop. Et là, en l'occurrence, c'est moi. Donc, vous voyez, vous avez non pas une contradiction, mais une opposition presque générale entre une responsabilité horizontale très large, dans laquelle on a été obligé de mettre des garde-fous de raisonnement, des critères, parce que sinon tout rentre là-dedans, assurable, déportable, au sens de c'est pas moi, c'est lui, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez une responsabilité où vous rendez des comptes à la nation, ou au moins à l'institution judiciaire, non assurable, personnel, sur une liste finie, où vous avez un débat de techniciens, faut voir, et vous allez avoir nécessité de faire fonctionner les deux ensemble, entre autres. Mais notamment ces deux aspects, civil et pénal, comment ça s'articule. C'est ce qu'on verra la prochaine fois, on fera de l'organisation judiciaire. Je termine juste sur la dernière remarque. D'une manière morale, même si le droit n'est pas la morale, il y a un cas considéré moins grave que l'autre, agression sexuelle contre viol, par exemple. Il y a quelques années, j'assiste à un type, un éleveur de pommes, qui, comme boulot pour l'hiver, quand c'est pas trop la saison dans l'exploit des pommes de son père, trouve un boulot de skiman dans une station-service. Skiman, c'est une façon moderne d'être esclave, où le type, il va marner toute la saison de ski. Le matin, il équipe tous les gars qui veulent louer. Le reste de la journée, il s'occupe de l'entretien, de la vente, de tout ce qu'il veut. Et le soir, il récupère tout et il remet en état. Et ce type-là, qui est un sportif, tennisman, classé, tout nickel, bosse comme un chien, dort pas. Et un soir, ses copains viennent le voir de son bled, ils montent à la station où il est. Ils vont faire un tour en boîte et figurez-vous qu'il prend une malle historique de je suis crevé, j'ai pas bouffé, je suis un sportif, je picole jamais. Mélanger tout ça, il en prend une grosse. Et là-dessus, les gendarmes disent on a vu une fille courir à travers de la rue à 2 heures du matin par moins 10 ou moins 12 degrés en culotte. Donc mon client a été embastillé, ils l'ont foutu en maison d'arrêt. Et le procureur est parti sur une qualification de viol. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les faits laissaient quand même à penser que normalement, on sort pas à moitié tout nu en culotte par un froid de gueule à 2 heures du matin à une station de ski. Le deuxième, c'est que il y avait déjà eu un fait avant, et là d'un seul coup, ce que cherchent les forces de l'ordre, et c'est normal, c'est le stalker, chasseur, c'est le type qui prédateur. Il y en a. Le droit pénal en est plein.
Et puis surtout, alors je vous le ferai pas de façon scabreuse, mais je peux vous décrire très exactement et très précisément quelle a été son erreur. Le magistrat instructeur lui dit, monsieur, vous l'avez agressé sexuellement ou vous l'avez agressé sexuellement? Et mon client dit, non, je suis mortifié, le type, hein, mortifié d'avoir fait une connerie pareille. Il n'a jamais fait parler de lui et d'un seul coup, il fait la une des journaux pour des faits de viol aggravés. Le type dit, non, je dois bien vous dire que je crains de l'avoir agressé sexuellement. Très bien. Donc, l'agression sexuelle, c'est 5 ans. Et l'agression sexuelle, c'est 30 ans. Et surtout, l'agression sexuelle, c'est le tribunal correctionnel. L'agression sexuelle, c'est la cour d'assises. Et donc, mon client n'a jamais vu le piège. Il a répondu mortifié. Et alors, la mortification judéo-chrétienne, c'est un truc de fou. Vous avancez votre tête plus loin que nécessaire, tellement vous... Oh là 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 là, mon Dieu, c'est beaucoup moins. Voilà, c'est beaucoup moins. Donc lui, il a avancé la tête jusqu'au milieu des épaules, putain, il s'est pris le grand décollage. Et ça m'a pris 3 ans pour qu'on revienne à une qualification correctionnelle. Et mon but n'était certainement pas que ce type sorte avec les félicitations de tout le monde, mais mon but était que ce type prenne pour ce qu'il avait fait, et non pas pour l'apparence que ça avait, l'apparence qui se démontait complètement dans ce dossier. Et puis surtout, c'était lié au fait que vous avez un texte avec un maxi. Si vous prenez un type qui, un soir de cuite, a collé une main aux fesses bien appuyée, je vous l'ai dit, c'est de ça. Il a collé une main aux fesses. Alors, celle-là, mon gars, comme dans les bouquins, la section, faut pas faire. Et que si vous balancez à la cour d'assises, qu'est-ce que vous faites pour les types qui étaient 10 ou 15 et qui ont violé une femme qui vous voulez pendant 3 jours dans une cave? Vous avez le même texte. Vous pouvez pas passer le maximum. Vous n'avez pas le droit de passer le maximum. Donc moi, mon boulot consistait à dire, avec le même texte, vous êtes obligé d'en garder sous la pédale pour sanctionner ceux qui ont vraiment passé toutes les lignes. Là, vous avez une possibilité qui consiste à dire que c'est une agression sexuelle. Vous le fichez, hein. C'est une agression sexuelle, il est fiché à vie. Vous le fichez, vous lui collez une peine mollo. Il a déjà fait de la détention provisoire, vous lui foutez la paix, il retourne planter des pommes. Et surtout, il a bien compris le message. Si on entend à nouveau parler de lui pour des faits de même nature, il ferme. Voilà. Ça m'a pris du temps. Je suis très content du résultat. Ce type est sorti, condamné par la justice, mais condamné pour des faits, condamné avec en relation avec la gravité des faits. Une fois encore, il ne s'agissait pas de le faire féliciter, il n'arrêtait pas de félicitations. Vous savez quoi? Il les a pas eues, et certainement pas de moi. Mais ça, c'est rien, parce qu'après, moi, j'ai eu son père. Je vous garantis, il n'a pas eu les félicitations du père. Non. Il avait 2 ou 3 arguments percutants à faire valoir. Mais voilà. Dans notre articulation contravention délit-crime, on était à haut du délit ou bas du crime. Et moi, je pensais qu'on était même pas dans le haut du délit. J'ai pas dit que c'est pas grave. Je dis que dans la fourchette, je demandais au juge de viser plus, moitié, pas plus, que deuxième moitié. Voilà. Il a fait ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Ce type est rentré chez lui, a purgé sa peine, s'écrase, et maintenant, on picole plus au bar, parce que s'il repasse la ligne, même en disant, ce sera très compliqué pour lui. Il me reste à préciser une toute petite dernière chose, histoire que ce soit drôle en plein, c'est que bien évidemment, les responsabilités civiles et pénales, comme vous l'avez compris, elles ne sont pas mutuellement exclusives, et vous pouvez être embêté pour l'un, pour l'autre. Vous pouvez être condamné civilement, vous pouvez être condamné pénalement. Et il y a quelques années de ça, j'ai défendu un militaire qui se trouvait être mon supérieur quand je faisais mon service. La vie est marrante. Qui un jour vient me voir en me disant, écoute, je suis dans une panade pas possible. Il était poursuivi pour des faits de violence.
qu'il ne conteste pas. Hein. Il dit, j'ai été attaqué, je me suis défendu. Et il a été poursuivi correctionnellement, parce qu'il avait rousté des types. Il n'était pas contesté que les types l'avaient attaqué. Ce qui posait problème, c'était l'état des types après qu'ils se soient défendus, en fait. Il leur a mis une belle. Donc, correctionnellement, il a été sanctionné parce qu'il leur a cassé la figure dans des grandes proportions, dont un qu'il a pété les dents contre un mur. Il a été poursuivi civilement, puisqu'il faut indemniser ces gens-là, qui, voilà, ce qu'ils faisaient était peut-être pas malin, mais enfin, peut-être quand même qu'ils ont un préjudice. En tout cas, il faut qu'il y ait une discussion sur leur préjudice. Puis quand il est sorti de là, en étant déjà scandalisé d'avoir été condamné, il y a deux policiers de la gendarmerie de l'air qui l'ont rattrapé, qui ont dit c'est pas tout à fait fini. Maintenant, il y a la procédure disciplinaire. Donc, il a été condamné 3 fois. Bien, voilà. On s'arrête là. Pardon pour ces interruptions, mais voilà, c'était dans l'air du temps. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a un peu tout eu. Et on se retrouve pour faire de la procédure et de l'organisation judiciaire. On va voir maintenant comment ces brillantes théories s'articulent, comment on peut les mettre en musique, littéralement, et comment, après, ça nous concerne dans notre vie et dans votre vie. À bientôt. Merci de votre patience et bon week-end.